Arrêtez tout ce que vous faites. Posez votre café, fermez vos onglets. Parce que ce que je m'apprête à vous raconter va changer votre vision du football anglais pour toujours. Imaginez un instant qu'on vous dise qu'en 2026, l'équipe qui domine la Première Ligue ne gagne pas grâce à du tiki-taka, pas grâce à un attaquant à 50 buts, non, elle gagne grâce à des corners. Des corner. Et qu'en parallèle, le club le plus humilié d'Europe depuis 5 ans, celui qu'on enterrait chaque semaine, est en train de renaître de ses cendres porté par un homme que certains osaient qualifier de déclinant. Si vous pensez que le football moderne n'a plus de surprises à offrir, accrochez-vous bien, parce que ce qui se passe en Angleterre en ce moment, c'est du jamais vu, et je pèse chacun de mes noms. On va commencer par le match qui a mis le feu à toute l'Angleterre ce week-end. Arsenal contre Chelsea, le derby londonien. L'Emirates Stadium en fusion. Score final, 2-1 pour les Gunners. Et comment ils marquent? Sur corner. Encore une fois, 2 buts sur coup de pied arrêtés dans le même match. À ce stade, ce n'est plus une stratégie, c'est une obsession clinique. C'est devenu tellement systématique que les supporters adverses filment chaque corner avec leur téléphone parce qu'ils savent, ils sentent dans leur tripes que le ballon va finir au fond. Arsenal en est à 24 buts sur corner cette saison. 24! Le précédent record historique en Première Ligue, c'était 16. Ils l'ont explosé, atomisé, réduit en poussière, et attention, il reste encore 9 matchs à jouer. On parle de quasiment la moitié de leurs buts totaux qui viennent de situations arrêtées. C'est du délire absolu. Les réseaux sociaux sont en feu, les supporters rivaux hurlent au scandale, ils appellent ça du football à rame, ils comparent ça à du football américain parce que dans la surface, c'est de la bagarre pure, c'est du combat physique, ça s'attrape, ça se pousse, ça se bloque, le gardien adverse est littéralement pris en otage par un marquage qui flirte avec l'illégalité à chaque ballon envoyé. Mais vous savez quoi? La vérité, la vraie, celle qui dérange, c'est que c'est absolument génial. Quand vous voyez Gabriel monter au-dessus de tout le monde pour dévier de la tête et que Saliba surgit au second poteau pour finir le travail, ce n'est pas de la chance, c'est un automatisme répété à l'entraînement jusqu'à l'obsession, jusqu'à la nausée, jusqu'à ce que chaque joueur sache exactement où se placer, à quelle seconde bouger, quel espace attaquer. Arteta a transformé le corner en une arme de destruction massive et personne en Europe n'a trouvé la parade. Mais attention, et c'est là que ça devient intéressant, il y a une ombre immense au tableau d'Arsenal. Et cette ombre s'appelle Bukayo Saka. Oui, je sais, c'est un joueur fantastique. Personne ne remet en question son talent brut. 8 contributions offensives cette saison, des statistiques honorables sur le papier. Mais voilà le problème que personne n'ose formuler clairement. Saka est devenu trop scolaire, trop prévisible. Il fixe son défenseur, il repique sur son pied gauche, il centre. À chaque fois, dans les matchs de milieu de tableau, ça passe, ça fait le travail. Mais dans les gros chocs, là où un vrai franchise player doit prendre le match par la gorge, là où un Salah ou un Vinicius fait exploser la défense adverse à lui seul, Saka reste trop sage, trop propre, trop dans le cadre. Il ne fait pas assez de différences individuelles pour porter l'attaque d'un prétendant au titre dans le jeu courant. Et c'est exactement pour ça que les corners sont devenus si vitaux pour Arsenal. Parce que dans le jeu ouvert, il manque ce grain de folie, ce moment où un joueur prend ses responsabilités et décide seul du destin du match. Pour l'instant, les coups de pied arrêtés sauvent absolument tout. Mais la question brûlante que tout le monde se pose, c'est celle-ci. Face au Manchester City de Guardiola, une équipe qui sait défendre sur corner mieux que quiconque, est-ce que cette dépendance ne va pas se transformer en piège mortel? Le Corner FC vit peut-être en sursis perpétuel et le réveil pourrait être brutal. Et cette victoire d'Arsenal, il faut le dire, elle a été grandement facilitée par le naufrage total qui se déroulait en face. Chelsea, mes amis, Chelsea est devenu l'antithèse absolue de la maîtrise. Comment est-ce humainement possible d'avoir dans la même équipe le meilleur latéral droit du monde, un Reece James stratosphérique qui n'a littéralement plus aucune concurrence à son poste quand son corps veut bien le laisser jouer, et en même temps un Robert Sanchez qui nous offre une performance cataclysmique de ce niveau? Ces relances, c'était des blagues, des pranks de vestiaire envoyés par erreur sur le terrain, des contrôles bizarres, des glissades inexplicables, des prises de décision qui donnent envie de se cacher derrière son canapé. Le deuxième but, celui de Timber, il est entièrement pour Sanchez. Il peut prendre ce ballon de la main, c'est son domaine, c'est sa zone, mais non. Il s'en mêle les pinceaux, il hésite, il trébuche, et derrière, c'est cadeau. Mais le vrai cancer qui ronge Chelsea de l'intérieur, c'est cette culture du carton rouge qui sabote méthodiquement tout le travail de construction de Maresca. On a l'impression par moments que leur objectif n'est pas de gagner des matchs, mais d'aligner un 11 de départ uniquement composé de joueurs suspendus. Cette fois, c'est Pedro Neto qui craque nerveusement. Un premier jaune stupide pour contestation, alors qu'il n'avait absolument aucune raison de parler à l'arbitre, puis un tacle de boucher sur Martinelli qui aurait pu lui briser la cheville.
Deuxième jaune, rouge, dehors. C'est de l'auto-sabotage pur et simple, de l'autodestruction en direct à la télévision. Chelsea reste son propre pire ennemi. Pas à cause d'un manque de talent, pas à cause d'un manque de budget, mais à cause d'une gestion émotionnelle collectivement défaillante. Là où Arsenal, même bousculé, même malmené, c'est resté froid, glacial, chirurgical, Chelsea explose à la moindre contrariété. Et maintenant, on change complètement de décor. On quitte le chaos londonien pour parler de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus inattendu. On parle du réveil fracassant d'un géant qu'on avait laissé pour mort. On parle du Manchester United de Michael Carrick, et croyez-moi, personne en Europe ne veut les affronter en ce moment. United est 3e de Première Ligue, sur le podium, et si vous m'aviez dit ça il y a un an, je vous aurais ri au visage. Pour comprendre l'ampleur de cette renaissance, il faut se souvenir d'où ils viennent. Il faut se souvenir de l'ère Ruben Amorim, de ce coach qui avait boycotté Benjamin Šeško, qui voulait le vendre pour aller chercher Wilfried Ndidi au Beşiktaş, qui déclarait publiquement que le Slovène n'était pas prêt pour la dimension physique de la Première Ligue, qui lui préférait Ollie Watkins. Ollie Watkins, face à un joueur qui aujourd'hui détruit tout ce qui bouge. Parce que Carrick est arrivé, il a pris Šeško par les épaules, il lui a rendu les clés de l'attaque et il lui a dit « C'est toi mon numéro 9, c'est toi qui vas porter ce club ». Et Šeško est devenu un cyborg. 7 buts sur les 8 derniers matchs. Un but toutes les 49 minutes. Vous réalisez ce que ça veut dire? C'est un ratio digne de Messi ou de Cristiano Ronaldo à leur apogée absolue. Face à Crystal Palace ce week-end, il a encore claqué une tête millimétrée, une de ces têtes où le ballon part comme un missile et où le gardien ne peut que regarder le filet trembler. Alors oui, soyons honnêtes, il y a encore des failles tactiques dans cette équipe. On a vu Lenny Yoro se faire manger tout cru au marquage par Maxence Lacroix dès la 3e minute du match. Lacroix lui prend le dessus sur un corner, ironiquement, et marque de la tête comme si Yoro n'existait pas. Le gamin a un potentiel immense, personne ne le nie, mais il doit muscler son jeu. Il doit apprendre à résister dans les duels aériens, parce que ses absences défensives précoces auraient pu coûter très cher contre une équipe avec plus de mordants. Au milieu de terrain, le double pivot Mainoo-Casemiro est techniquement très propre. Ça fluidifie les sorties de balles, ça donne du rythme à la relance, mais ça manque parfois cruellement d'agressivité sur le porteur de balle adverse. Le pressing est encore mal coordonné par moments, ce qui laisse des espaces dans l'entrejeu que Crystal Palace a failli exploiter à plusieurs reprises. Mais malgré ces imperfections, l'équilibre trouvé par Carrick est indéniable. Il a pris une équipe en pleine dérive, un vestiaire fracturé, une institution en crise identitaire, et il en a fait une menace crédible pour tout le continent. Mais tout cela, absolument tout cela, n'existerait pas sans un seul homme, le patron, le chef d'orchestre, le meilleur numéro 10 du monde actuel, et je le dis sans la moindre hésitation. Bruno Fernandes. Ce que ce joueur est en train de réaliser à Manchester United est historique, au sens propre du terme. Contre Crystal Palace, il est encore buteur et passeur décisif dans le même match, avec un centre millimétré déposé sur la tête de Šeško comme un cadeau de Noël. Et avec ses contributions, il vient d'atteindre une barre que seuls les plus grands ont touchée. 100 buts et 100 passes décisives sous le maillot de Manchester United. Il rejoint Wayne Rooney et Ryan Giggs dans ce cercle ultra fermé de légende absolue du club. Avec 13 passes décisives cette saison, il est en chasse directe pour le record de 20 passes détenu conjointement par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. On le compare à Salah, à Saka, à Wirtz, mais regardez les chiffres, regardez l'influence réelle sur le jeu, regardez ce qu'il fait avec les effectifs qu'il a eu à disposition. Bruno porte des équipes médiocres depuis 2020. Il a survécu à Ole Gunnar Solskjaer, à Ralf Rangnick, à Erik ten Hag, à Ruben Amorim, et à chaque fois, il était le seul à maintenir le navire à flot. Aujourd'hui, avec un vrai projet derrière lui, il réveille même les morts. Franchement, quand je vois certains milieux de terrain surcotés qui se promènent sur le terrain avec leur réputation comme seul argument, je me dis que Frenkie de Jong devrait s'asseoir dans son canapé, allumer la télé, regarder les matchs de United et prendre des notes sur ce qu'est un vrai relayeur créateur, un joueur qui transforme chaque ballon touché en danger immédiat. Mettez Bruno Fernandes au Real Madrid ou au Bayern Munich, il est titulaire indiscutable dès le premier jour et il gagne le Ballon d'Or en 6 mois. Il est l'âme de ce Manchester United retrouvé, celui qui transforme un pressing désordonné en victoire arrachée au forceps, celui qui refuse catégoriquement de perdre. Alors quel est le verdict final de tout ça? Arsenal est en tête de Première Ligue avec 5 points d'avance, c'est un fait. Mais leur dépendance maladive aux coups de pied arrêtés pose une question fondamentale. Peuvent-ils vraiment soulever le titre en jouant au football américain dans la surface adverse, alors que Manchester City rôde dans l'ombre avec un match en retard et un Guardiola qui n'a jamais été aussi affamé? Pour moi, la réponse est claire.
Si Arsenal ne trouve pas un moyen de marquer dans le jeu courant lors de l'affrontement direct contre les Citizens, le rêve va s'effondrer comme un château de cartes, et tout le monde dira qu'on l'avait vu venir. De l'autre côté, Manchester United peut légitimement viser la deuxième place, si Šeško continue de sauter plus haut que les caméras, et si Bruno Fernandes maintient ce niveau de performance extraterrestre. On est en 2026 et le football anglais est devenu un combat fascinant entre la rigueur statistique et l'ingénierie des corners d'Arteta d'un côté, et le génie pur, brut, instinctif d'un Bruno Fernandes qui refuse de s'éteindre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le Corner FC mérite de soulever le trophée ou est-ce que le renouveau de Manchester United sous Michael Carrick est la seule vraie histoire qui compte cette saison? Le débat est lancé et croyez-moi, ce n'est que le début. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, activez la cloche parce qu'on se retrouve très vite pour la suite. United arrive et ils sont très méchants.